c'était l'année de mon mariage. Je me suis mariée assez jeune. Et du coup, j'étais en France, mais pas pour longtemps. Et ça, je ne le savais pas encore à l'époque, parce que après notre mariage, on est très vite parti en expatriation à l'époque pour le CSNE de mon conjoint. Donc, c'est l'équivalent du service militaire en entreprise. Parce qu'il était la dernière promo, la dernière génération, ça date un peu du coup, à devoir faire son service militaire. Et on est parti à Londres pour ça, en Angleterre. Et puis, bah, je le détaillerai peut-être plus tard dans le parcours, mais suite à notre expatriation à Londres, on est parti en Suisse 5 ans, puis après au Japon 3 ans, puis Singapour 6 ans, puis Dresde en Allemagne pendant 6 ans, et ensuite maintenant ça fait 3 ans qu'on est à Munich. Et ce qui est drôle, c'est qu'à échelle de la vie, si on m'avait dit en 2000, en me mariant, que j'allais avoir une vie nomade, ça m'aurait peut-être affolée. Je me serais peut-être dit non, c'est pas pour moi. Et comme quoi la naïveté a du bon en fait, parce que et pareil, mon mari, il avait envie d'aller faire des expériences à l'étranger, mais pas nécessairement d'en faire sa carrière sur toute sa vie, quoi. Donc voilà, en 2000, j'étais, pour répondre à la question, en France. Alors oui, je me souviens très très bien parce que j'étais au ski avec des amis. Et alors, il y a une anecdote qui m'est revenue l'autre jour, c'est ce fameux bug informatique de l'an 2000. En fait, moi, j'étais pas spécialement poussée. Enfin voilà, j'y connaissais pas grand-chose en informatique, mais on avait quelques copains à l'époque. On avait 23, 24 ans. On avait quelques copains qui bossaient un peu dans l'informatique et qui nous disaient, ouais, mais attention, vous savez, le 31 décembre 99 à 11h59, il va y avoir un énorme bug. Tous les machines, etc. Ça va être compliqué à cause du passage. C'est pas prévu, etc. Et donc, comme nous, on était au ski, bah, on attendait ça avec une certaine anxiété, entre guillemets. On se disait, oh là là, ça a tout déréglé, etc. Enfin, genre, comme si ça allait être un truc énorme. Et donc voilà, je me souviens du ski. On avait fait une raclette ce soir-là pour laisser passer le temps. Et on était bien crevés parce qu'après une journée de ski, voilà, donc on a dû se coucher à minuit 10, une fois que le bug n'était pas arrivé. C'était pas mal. Alors, je vais passer pour un gros dinosaure, mais j'avais à l'époque des cassettes. Et puis, c'était des cadeaux qu'on se faisait entre copines. Donc, on se faisait des cassettes, des cassettes. Donc, j'avais des cassettes, je pense, dans ma voiture, dans ma maison. J'avais les vieux transistors, là, les trucs comme ça. Puis moi, j'aime bien surchanter par-dessus les chansons. Donc, j'aimais bien que ça soit en français. Mais j'aimais bien aussi chanter en anglais. Donc, tout ce qui est genre Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Marc Lavoine, voilà, Axel Red, ou un peu en anglais, ABBA, genre Mamma Mia, ce genre de trucs. Mais voilà, j'arrive pas trop à me souvenir voilà, de ma meilleure cassette. Pour moi, les cassettes, c'était des cadeaux qu'on se faisait entre copains, on se les échangeait, et donc j'avais pas ma chanson absolument de référence, quoi. Alors là, je vais passer pour un énorme dinosaure, mais mes parents, ils vivaient à la campagne et ils n'avaient pas la télé par choix, parce qu'on était trois enfants et ils se disaient, oh là là, ça va être trop compliqué de gérer la télé, donc on n'avait pas la télé. Et après, bah, dans ma chambre de bonne à Bruxelles, quand j'étais étudiante, bah, j'avais pas la télé puisque je travaillais dur. Donc, non, j'ai pas été une grosse fan de séries. C'est plus maintenant, aujourd'hui, tu vois, avec les enfants qui grandissent. Je suis toujours voilà, en recherche de petites séries sur Netflix, etc. Mais à l'époque, j'étais pas du tout addict à ce genre de séries. Pas du tout. Alors ça, j'ai recherché un petit peu justement dans mon ordi un peu. Alors il y avait l'Alouette que déjà à l'époque je trouvais pas très très moderne. Après il y avait, bah, si je me souviens bien en langage oral, le Hello, la Nil, et les hexalangues déjà qui commençaient. Bon, ces trucs-là, la balle, OD10, voilà, c'est des noms qui reviennent. Euh, mais j'ai dû aller creuser un petit peu effectivement pour les retrouver. Alors, moi, j'étais très papier-crayon, donc, et même crayon-papier et gomme pour pouvoir intervertir des patients, gérer, etc. Et j'ai justement, en pensant à toi, j'ai retrouvé, tu sais, les grands livres comptables de l'AGAO, l'Association de gestion agréée. Et je me souviens que moi, qui suis pas une grosse fortiche en maths et en investissement et en trucs comme ça, j'ai retrouvé mon énorme livre de l'époque, l'Association de gestion agréée. Et alors, je regardais à l'intérieur, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'on écrivait dans ces bouquins, dans ces trucs? Et je me souviens, donc les énormes pages, hein, comme ça, crayon papier, avec, bah, à l'époque, j'étais collaboratrice, donc j'avais mes rétrocessions, mes prélèvements, mon assurance responsabilité civile, mon petit tampon professionnel.
mes frais de papeterie, les remises de chèques, le matos de rééducation, etc. Mais tout ça au crayon papier dans des colonnes. Et je me souviens qu'en fin d'année, quand il fallait faire ces fameux papiers, c'était toujours la crise parce qu'il fallait retrouver les tickets. C'était, aujourd'hui, ouais, ça me paraît assez archaïque hein, de travailler comme ça, mais c'est comme ça que je faisais. Et je dois dire que ça fonctionnait. Ça fonctionnait puisque j'ai jamais eu de contrôle fiscal, preuve que ça devait aller. Et puis en fait, il y avait ce fameux comptable qui regardait quand même. Mais ce qui est rigolo, c'est que, enfin, pour moi, c'était un peu du chinois quand même, hein, ces trucs-là. Mais voilà, je faisais tout à la main, mais comme je pense pas mal de nous toutes, hein. Après, j'ai eu toute une période où j'étais instite en fait en Angleterre. Donc j'étais ATSEM dans une école bilingue, français-anglais, parce que mon diplôme était pas homologué pour travailler en Angleterre. Donc du coup, j'ai pas travaillé en tant qu'orthophoniste à ce moment-là. Et puis après, quand je suis revenue en Suisse, enfin en France, du coup, puisqu'on était frontaliers, j'étais dans un cabinet. Si, ils avaient les cartes vitales et la télétransmission. Mais on faisait quand même encore pas mal de choses à la main parce que bah, voilà, on était au fin fond du Jura, le truc n'était pas non plus à la pointe de la technologie. Et j'ai quand même le souvenir que les demandes d'entente préalable, c'était des papiers, il fallait aller à la poste. Moi, je me souviens que, genre, une fois par semaine, il y avait une des orthophonistes du cabinet qui prenait toutes les demandes d'entente préalable, qui les emmenait à la poste. Et puis, on déposait nos chèques le vendredi soir ou quand on partait physiquement à la banque, en fait, hein. Et il fallait faire attention de ne pas perdre les chèques parce que c'était quand même gênant de devoir aller voir un patient en disant rendez-moi mon chèque, refaites-en, j'ai paumé, quoi. Donc oui, ça paraît mignon de faire comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est les vieux qui font comme ça. Mais avant, c'était nous. À la montagne, moi, c'était ça. On était à l'époque, je crois, 25 orthophonistes pour tout le département. Bah, on faisait, enfin, dès lors qu'on passait plus de temps avec les patients, c'est sûr que tout ce qui est admin, on essayait de faire ça un peu, soit avant la journée de travail, soit sur les pauses, soit le soir, enfin, un peu de manière déstructurée. Et oui, oui, avec la nomenclature qui a bien changé. Alors déjà, pour repréciser, juste après mon diplôme d'orthophonie, donc je t'ai expliqué, je me suis mariée, etc. Et puis je suis partie en Angleterre, donc j'ai d'abord été enseignante, j'ai d'abord été instite. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté avec du recul parce que au départ, je me suis dit, ben mince, je peux pas travailler en tant qu'orthophoniste, mais bon voilà, j'avais envie de suivre mon mari, on venait de se marier, on avait plein de projets, on voulait faire un enfant et tout, donc voilà. Et au début, je me suis dit, ben mince, je vais genre être obligée de devoir un peu changer de métier et de m'adapter. Et avec du recul, ça a été vraiment chouette d'avoir été instite pendant 3 ans. Parce que en fait, j'étais ASEM d'une instite, mais elle me donnait beaucoup de responsabilités parce que c'était une école bilingue. Donc, elle faisait les cours en anglais, puis moi, je traduisais tout en français. C'était des moyennes sections, grandes sections maternelles. Donc, c'est des âges qui sont assez sympas parce que les enfants, ils sont tous un peu pseudo-amoureux de la maîtresse. Donc, c'est très gratifiant comme âge aussi parce que c'est plutôt sympa. Et puis les parents sont pas trop difficiles non plus dans ces âges-là parce qu'il n'y a pas des gros enjeux encore, hein. C'est pas, on n'est pas sur la classe de CP avec l'écriture et tout ça. Et je pense que ça, avec du recul, ça a été le début de mon envie de travailler avec des bilingues et des plurilingues sur l'émergence du langage. Parce que bah, en moyenne section, en grande section, il y a vraiment cette explosion du langage et puis l'enfant qui devient de plus en plus autonome avec l'école. Et très vite, j'ai réalisé qu'il y avait des enfants qui étaient verbaux et puis des enfants qui n'étaient pas spécialement verbaux, qui communiquaient différemment. Donc les pathologies, et après, donc, après Londres, je suis partie donc, dans le Jura pendant 5 ans, et là, à mi-temps, j'étais dans un IME, donc avec voilà, des enfants handicapés mentaux, donc porteurs d'autisme, de trisomie 21, etc. Et l'autre mi-temps, j'étais collaboratrice. Et donc, quand on travaille, j'allais dire, à la campagne ou à la montagne, j'étais de facto très généraliste parce que bah, je prenais ce qui venait sur la liste d'attente. Les deux associés du cabinet étaient assez fair-play là-dessus parce qu'elles notaient à la main sur un cahier toutes les demandes qui arrivaient via le répondeur du cabinet. Donc la première qui arrivait au cabinet écoutait le répondeur, on notait les noms des gens, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone et on rappelait les gens dans l'ordre. Il n'y avait pas trop de passe-droit, quoi. Ça passait dans l'ordre du cabinet. Donc moi j'avais bah, des enfants qui avaient des problèmes de déglutition envoyés par l'orthodontiste. J'avais des petits en mutisme sélectif. Ça c'était un cas qui m'a beaucoup frappée parce que moi qui suis une grosse papoteuse, le mutisme sélectif, je trouvais ça hyper compliqué. Bah, tout ce qui est bégaiement, tout ce que même troubles neuro avec les adultes. Et ça aussi, ça a été difficile pour moi dans le début de ma pratique
quand on a 24, 25, 26 ans et qu'on se retrouve à rééduquer des gens plus âgés que nous, en fait, en âge. Du coup, bah, tu es dans la posture du thérapeute et puis l'autre est dans la posture du patient. Donc, c'est vrai que c'était nouveau. Et donc, je te dirais que j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir cette expérience parce que j'avais pas le choix, entre guillemets, de pas prendre des gens. Je crois qu'il y a peut-être un ou deux cas où j'ai dit, écoutez, ça, je me sens pas super à l'aise. Et en plus, donc voilà, donc je l'ai filé à mes collègues, mais on n'avait pas trop le droit de dire ça. Puis moi, j'étais collaboratrice, tu as aussi ton ego, c'est compliqué de dire, ah bah non, ça, je le sens pas trop. Tout ce qui est logico-mathématique, par exemple, j'aimais pas beaucoup. Et donc ça, elles avaient compris. Mais en gros, j'avais un joker sur le logico-mathématique. Le reste, il fallait que je prenne, quoi. Donc voilà, donc je prenais un peu de tout, on va dire. Alors, elles avaient un cabinet qui tournait depuis très longtemps, donc elles avaient des étagères. Alors là, je peux pas trop tourner mon ordinateur parce que j'ai aussi pas mal de jeux et de matos de ortho-édition, de tout un tas voilà, d'entreprises de jeux et de matériel de rééducation orthophonique. Bon, il y avait toutes les marionnettes, les figurines, les petites maisons de poupées, enfin tout un cabinet d'orthophoniste, j'ai envie de te dire pédiatrique quand même. Pas mal de jeux pour enfants. Tout ce qui est activité papier-crayon. J'avais des livres de type, bah, ça je les emporte souvent, les supports verbaux en orthophonie, parce que bah, je trouve qu'il y a un peu de tout pour tous les âges et que tu peux le dégainer facilement en fin de séance avec des devinettes, des choses comme ça. Moi, je suis assez créative, donc en fait, alors, je prépare toujours mes séances et j'ai quand même un tronc commun de choses que je fais en fonction des différentes problématiques. Mais j'ai pas de problème à improviser aussi en fonction de la problématique de l'enfant, et notamment quand c'est des petits. C'est-à-dire à rebondir sur quelque chose que l'enfant aurait amené ou aurait dit spontanément en début de séance, et ça fait l'amorce, la transition, et puis de là, voilà, on déroule la séance sans trop de difficulté. Donc oui, en tant que collaboratrice à l'époque, j'avais pas mon matériel en propre que j'ai créé un peu au fil du temps, évidemment. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est cocasse, mais quelque chose dont je me souviens, et notamment dans ce cabinet dans le Jura. À l'époque, du coup, j'avais déjà deux enfants en bas âge, une qui était à la maternelle et l'autre qui était chez la nounou. Et donc, bah, il fallait toujours que je termine mon dernier patient, on va dire 25 ou 30 minutes au plus tard, avant l'heure de fermeture de la crèche. Parce qu'en plus, sur les routes de montagne, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir un troupeau de vaches qui traverse, et donc on peut être retardé. Et c'est vrai que typiquement, c'est toujours comme ça, même quand on essaye d'être ponctuel, tu peux être sûr que le dernier, c'est celui qui va s'éterniser un peu, ou qui va amener un problème, ou qui va te mettre en retard. Et bah voilà, comme dans tout petit cabinet, il fallait que je range un peu le cabinet, que je rassemble les revues, que j'aille vite fait mettre un coup de pchit-pchit dans les toilettes. Et parfois, quand je redescendais, je pouvais encore recroiser une maman dans le parking. Et ça, je pense qu'à l'époque, j'étais très empathique, et je le suis encore hein, d'ailleurs, mais je pense qu'en tant que jeune orthophoniste, j'avais du mal à mettre mes limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je croisais quelqu'un quand je suis en mode sur speed, j'aurais pas de problème d'écouter sa question et de dire, bah, écoutez, on en parle au prochain rendez-vous, je suis désolée, je dois aller chercher mon enfant à la crèche. Mais à l'époque, je pense que j'étais trop empathique, trop polie et voilà, trop jeune en fait, hein, trop débutante. Et donc plein de fois, je suis arrivée en retard à la crèche. Alors j'ai essayé de me réorganiser, etc. Et parce qu'en plus, tout paraît urgent, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui était important et ce qui est urgent. Donc tout me paraissait urgent, parce que je pense que c'est un peu du perfectionnisme de la personne qui a envie de bien faire, mais voilà. Et l'autre chose, mais ça je l'ai déjà mentionné, c'est que bah, de par mon âge en 2000, je me suis retrouvée plusieurs fois à être beaucoup plus jeune que certains de mes patients, que les parents de mes patients, etc. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, où bah, j'ai bientôt 50 ans, je trouve que c'est un bon âge en fait pour une orthophoniste, parce que bah, on a la maturité d'avoir déjà quand même plus de 25 ans de pratique derrière le dos. Et en même temps, j'ose espérer, on ne fait pas encore trop dinosaures. Et donc les gens se disent, elle a l'expérience, elle a déjà, voilà, elle en a vu passer d'autres et tout. Et je trouve que même dans le ton, dans la façon de faire, d'accompagner les gens, je pense que c'est en fait un bon âge. Alors, je n'aime pas du tout la phrase c'était mieux avant, parce que je trouve qu'il faut vivre avec son temps, je trouve qu'il faut évoluer. Et quand on dit c'était mieux avant, c'est pas très cool, entre guillemets, pour la génération suivante qu'on est en train d'éduquer et qui n'a pas connu cette génération, enfin, qui n'a pas connu le avant, justement, dont on parle.
Et je trouve que si le monde change, c'est tout à fait normal et c'est à nous de garder nos valeurs et les choses qui sont importantes pour nous. Et moi, en tout cas, vis-à-vis de mes enfants qui ont aujourd'hui entre 24 ans et 16 ans, j'en ai quatre en plus, et je trouve que c'est important. Je veux pas me retrouver dans des situations de dire ah ouais, c'était mieux avant, nous on faisait comme ci, comme ça, c'était mieux, etc. Donc si je leur parle de mon enfance et de mon adolescence, c'est plus par transmission en disant tiens, avant on faisait comme ça. Donc par exemple, je leur dis ah mais vous savez, quand j'ai connu papa, on n'avait pas FaceTime, on s'écrivait des lettres. Donc ça, ils trouvent ça vachement sympa. Et moi, je te dirais le seul petit truc, si vraiment je devais trouver ce qui était mieux peut-être un peu avant, c'est qu'avant, je pense qu'il y avait ce principe de confiance. C'est-à-dire que les parents des patients, eh ben, ils n'avaient pas ChatGPT, ils n'avaient pas Google, ils n'avaient pas voilà, posé toutes leurs questions. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens arrivent avec un diagnostic qu'ils ont posé déjà eux-mêmes en disant mon enfant a ça. Et puis du coup, bah, l'orthophoniste doit valider ou pas ce que le parent a dit. Or qu'avant, les gens disaient, bah, alors je suis pas très sûre, mon enfant il parle pas très bien, etc. Et on pouvait vraiment faire une vraie anamnèse et arriver ensemble à une conclusion commune. Et l'autre chose aussi que je dirais, c'est avant, on jugeait beaucoup de situations un peu avec le bon sens. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de litige. Or qu'aujourd'hui, je trouve que on est tellement en train de nous parler de protection des données, de RGPD, de attention ceci, les procès. Moi, je travaille en ligne en plus, donc le nombre de gens qui m'ont dit mais fais attention, tes séances peuvent être enregistrées, tout ce que tu dis. Mais moi, j'assume ce que je dis en fait. Donc, même si mes séances sont enregistrées, même si je bégaye et que je bredouille au milieu de ma phrase, même si j'ai peut-être dit quelque chose qui était peut-être indélicat ou voilà, on est dans une discussion qui est super ouverte. Et moi, j'ai pas peur en fait de ouais, du côté soi-disant très RGPD, protection des données, etc. Parce que bien sûr qu'il faut être dans le cadre de la loi, évidemment, mais je trouve qu'il faut garder quand même ce côté très 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 humain. Et, euh, et c'est très important, je pense, de travailler sur la confiance, quoi. Ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est les deux petites choses qui auraient pu être mieux avant, mais je pense que si, à mon avis, dans 10 ans, l'orthophonie va pas tant que ça évoluer. Il y a des gens qui disent attention, avec l'intelligence artificielle, les gens vont tout faire maintenant en ligne, etc. J'en doute un peu parce que je trouve que quand on regarde aujourd'hui, finalement, avec tous les moyens qu'on a, les gens se font beaucoup aider, beaucoup coacher, que ce soit du coaching, de la thérapie, des ateliers, etc. Les gens sont quand même en demande d'humain. Alors d'humain en visuel ou en présentiel, mais d'humain, quoi. Une vraie personne, pas un avatar et pas. J'ai pas trop peur de ça, moi. La plus énorme évolution, on va dire, c'est le passage en ligne. C'est-à-dire qu'on m'aurait dit il y a 25 ans que j'allais être orthophoniste, moi qui adore toucher les gens dans la vraie vie et être connecté aux gens. On m'aurait dit que j'allais travailler derrière un ordinateur dans mon bureau, certes très joli et très bien décoré. Je l'aurais pas cru en fait, parce que je me serais dit, j'aurais vu toutes les limitations. Je me serais dit que ça allait être compliqué d'un point de vue technique déjà, tout ce qui est partage d'écran. Bon, après, je travaille avec des super micros, des super lampes et tout ça, mais je- ça, c'est sûr que ça a été la plus grosse évolution et c'est arrivé très naturellement en fait, hein, avec la vie que j'ai. L'autre évolution, on en a peut-être déjà un tout petit peu parlé, mais je trouve que on a une certaine maturité qui arrive aussi avec l'âge. Et du coup, je fais bien la différence entre ma vie pro et ma vie perso. Je pense qu'avant, je me laissais absorber peut-être par certaines problématiques que j'avais entendues, en me questionnant tout le temps sur est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai bien fait. Je relisais sur des cours limite en me disant est-ce que j'ai pas oublié de dire un truc. Enfin, j'étais un peu dans le peut-être le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, je me fais beaucoup plus confiance. Voilà, j'admets, mais si je ne sais pas, je vais le dire. On va chercher ensemble, on va trouver des solutions. Mais et puis je prends pas non plus tout le monde. C'est-à-dire que il y a un triage qui se fait assez naturellement. Je ne peux pas prendre tout le monde. J'ai un certain nombre de créneaux par semaine et par mois, avec un calendrier de prise de rendez-vous en ligne, parce que moi, c'est vraiment important d'avoir ça. Comme je travaille avec des gens sur différents fuseaux horaires, entre ceux qui passent à l'heure d'été, ceux qui restent à l'heure d'hiver, etc., sur les différents continents et tout, j'ai vraiment un calendrier qui est en ligne, avec prise de rendez-vous en ligne. Donc il y a les patients hyper organisés qui bookent le même créneau toutes les semaines à la même heure, etc. Et puis j'ai des patients qui sont un peu plus volants parce que bah, ils ont voilà, plusieurs enfants, des activités, des choses, etc. Donc c'est ça, la plus grande évolution pour moi, c'est cette espèce de flexibilité que j'offre aux gens et que je m'offre au passage. Et puis bon, après j'ai la chance maintenant d'avoir développé un peu mon cabinet, donc j'ai pris une assistante virtuelle qui m'aide énormément parce qu'elle fait tout ce qui est les factures,
Je fais des newsletters 2 fois par mois, voilà, pour rester en contact avec mes anciens patients et celles qui les met en forme, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette aussi. Comme ça, je fais en gros que ce que j'aime. Elle fait partie de ma compta et tout ça, c'est chouette. Et voilà. Et pour moi, la plus grande évolution, c'est vraiment lié aussi au monde qui change. Parce que je trouve que si on regarde il y a 25 ans, il y avait pas la problématique des écrans, par exemple. Ça n'existait pas ni pour nous, ni pour les autres. Donc je trouve que ça, c'est le seul truc où vraiment je me dis, c'est si j'imagine ce qu'on sera en 2050, et ben c'est rester hyper connecté au monde d'aujourd'hui, continuer à se former. Et je pense que les orthophonistes qui continuent à aimer leur métier après 25, 30, 35 ans, c'est tout simplement les gens qui sont curieux en fait. Parce que dès lors qu'on est curieux, on va vouloir lire, se renseigner, se documenter. Et autre chose, c'est rester connecté à des jeunes. Moi, j'adore, par exemple, quand j'ai des étudiants en orthophonie qui me contactent pour un mémoire sur le bilinguisme, etc. Je dis toujours oui, malgré le fait que ça prend beaucoup de temps. Mais je dis toujours oui parce que j'aime voir comment ils pensent, quelles sont leurs questions, quelles sont leurs insécurités, etc. Et comme je suis mère aussi, moi, de jeunes adultes et d'adolescents, je trouve que c'est un peu sympa parce que quand mes enfants à moi, ils cherchent à avoir des contacts pour leur mémoire ou pour un Erasmus ou pour des stages, je me dis, allez, s'il y a des adultes sympas qui leur répondent, c'est quand même cool. Donc moi, je sais qu'en général, je réponds toujours favorablement à des étudiants voilà, qui veulent échanger parce que je trouve que c'est sympa pour eux d'avoir le dynamisme de quelqu'un qui aime encore son métier 25 ans plus tard. Et c'est sympa pour moi, la vieille, entre guillemets, d'être en contact avec des jeunes. C'est super important. Oui, bah écoute, comme je te le disais en off tout à l'heure, ma vie professionnelle, mais comme beaucoup d'orthophonistes, je pense, a suivi le fil naturel de ma vie perso, en fait. C'est-à-dire que bon, il y a eu les déménagements liés au suivi de mon conjoint et de sa carrière. Donc ça, c'est des déménagements de pays en pays. Mais il y a eu aussi bah, mes grossesses, parce que j'en ai eu 4. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, bah, il y a la période de la grossesse, j'ai arrêté, etc. Pour mon troisième, j'ai pris un congé parental. Donc voilà, donc, comme beaucoup d'orthophonistes, je pense que ma vie professionnelle, il y a eu des espèces de petites pauses, des ruptures, des changements de modalité. Mais du coup, je trouve que c'est chouette parce que j'ai expérimenté du salariat, j'ai expérimenté du libéral. Et aujourd'hui, depuis 9 ans, ça va faire 10 ans là, en 2026, je travaille exclusivement en ligne, donc avec des expatriés francophones aux 4 coins de la planète, hein, parce que j'ai vécu moi-même 10 ans en Asie, donc j'ai pas mal de gens qui viennent d'Asie, de Dubaï, des Qatar, même des pays où il n'y a pas forcément d'orthophonistes francophones, des pays du Nord, hein, Finlande, Norvège, etc. Donc tout ce qui est expatriés francophones qui sont dans des lycées français à l'étranger ou dans des écoles locales et qui ont besoin de suivi. Et surtout aussi les enfants et adolescents de familles plurilingues. Et ceux-là, bah, ils sont aussi un peu partout. C'est des enfants qui parlent, je dis toujours plurilingues et pas bilingues, parce que très souvent, ils ne parlent pas que 2 langues en fait. Très souvent, ils parlent la langue du père, la langue de la mère, l'anglais en plus, parfois la langue du pays de résidence ou la langue de la nounou ou des précédentes expatriations. Donc moi, c'est pas du tout rare que j'ai des enfants euh, qui sont ou quadrilingues, mais en passif, ils comprennent encore une ou deux autres langues de plus, quoi. Et à ce titre, je suis assez occupée en ce moment parce que depuis le Covid, on va dire, donc depuis 2020, j'ai commencé à recenser toutes les choses que je disais tout le temps en guidance parentale. Euh, Parce que bah, au bout d'un moment, tu as l'impression de radoter. Tu le dis toujours un peu la même chose aux parents. Et en fait, c'est pas l'orthophoniste qui radote, je pense que c'est les problématiques qui reviennent tout le temps. Et donc ça, j'ai commencé à les noter. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire en fait un guide pratique à destination des parents d'enfants plurilingues et à destination des parents d'enfants expatriés aussi, avec bah, j'allais dire les bonnes pratiques, les choses qu'ils peuvent mettre en place chez eux. L'idée, c'est pas du tout de transformer les parents en orthophonistes, c'est vraiment de les impliquer parce que je trouve que la plupart des parents sont quand même pas dans une optique de délégation totale à l'orthophoniste, mais souvent ils ont quand même envie de s'impliquer aussi. Euh, et moi, quelque chose qui m'a vraiment aidée, si je repense entre qui j'étais en 2000 et qui je suis en 2025, bah, la maturité et la maternité m'a vraiment permis de faire ce shift, on va dire, entre la théorie et la pratique. On en parlait tout à l'heure en off, mais probablement, j'ai dû dire des choses qui étaient très théoriques et très immatures quand j'étais jeune orthophoniste. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai un discours qui est plus,
j'espère en tout cas, plus ajustée par rapport à la réalité des possibles. Je pense par exemple à la gestion des écrans. Je pense par exemple aux doudous, aux tétines. Moi, il y a des choses que j'avais pas du tout appris à l'école, tous les troubles de l'oralité alimentaire, par exemple. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir été formée là-dessus. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on entend aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus diagnostiqué ou que les parents s'en affolent plus? Euh, mais voilà, en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, je considère vraiment ma pratique en guidance parentale quasiment à 99%. Enfin, je veux dire, j'ai tout le temps les parents avec moi dans la séance, ou en tout cas très proches de moi en WhatsApp entre les rendez-vous, parce que je trouve que c'est super, super important, quoi. Et je traite vraiment, en fait, chaque cas et chaque patient qui y arrive. Alors, c'est surtout lié à l'expatriation et au plurilinguisme, mais j'irais encore plus, je pense, que si j'étais en France. Je traite l'enfant de manière très globale et holistique. C'est-à-dire que l'enfant, il est à apprendre dans le cadre d'une fratrie, dans le cadre d'un pays et d'une culture, dans le cadre du nombre de langues qu'il parle. Euh, les différents changements scolaires. Enfin, je trouve que tout a son importance et vraiment, je fais des anamnèses beaucoup plus fouillées que ce que je faisais avant. Et aussi, très souvent, ça permet de mettre en place un vrai lien de confiance. Et tant pis si on passe une séance entière à faire une anamnèse sous forme de discussion, sous forme... Et très souvent, je demande à l'enfant lui-même pourquoi il pense que ses parents ont pris rendez-vous pour lui. Et très souvent, c'est très clair dans la tête du parent, mais c'est tellement clair qu'il ne l'a pas communiqué à son enfant. Et du coup, ça permet de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. L'enfant, il est traité comme un vrai grand. Alors, je dois dire aussi que mes enfants sont en école internationale depuis plus de 17 ans et je me suis beaucoup imprégnée aussi de la culture anglo-saxonne, où en fait, on responsabilise beaucoup l'enfant. Alors, on ne le responsabilise pas dans le sens où on le charge, hein, mais c'est on le responsabilise dans le sens où très petit, on les sait capables et on les implique. Donc, on leur explique les choses, on leur dit, j'attends ça, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas, l'idée, c'est pas de tout discuter non plus, hein, il faut quand même de temps en temps rester dans son cadre d'adulte. Mais je trouve que très petit déjà, on implique les enfants. Et moi, je sais que par rapport à des petites choses qu'ils peuvent faire à la maison, j'appelle jamais ça des devoirs orthophoniques. Mais moi, quand j'ai des parents qui me disent, tiens, bah, je voudrais enrichir le vocabulaire de mon enfant, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, j'hésite pas à leur donner des choses à faire en fait chez eux et à dire à l'enfant, alors c'est pas maman qui va te courir derrière pour faire ça et ça. Si tu es d'accord, on décide ensemble et tu vas voir que tu vas faire des progrès et ça va être chouette en fait. Et souvent, l'enfant devient vraiment moteur de sa rééducation, même parfois très petit. Moi, j'ai déjà vu des enfants qui, notamment la rééducation du S, le se, chez les bilingues avec l'anglais, en fait, les de, la langue, elle sort souvent. Et donc, quand je leur montre la différence entre dire ce en français et de en anglais, je leur montre avec un miroir. Et après, ils trouvent ça hyper rigolo et ils sont hyper contents de s'entraîner chez eux. Et en général, c'est rééduqué très rapidement. Et donc, les parents disent, mais c'est dingue, moi j'essaye depuis longtemps et tout. Mais en fait, on l'a fait sous forme de jeu. Et la vraie différence, c'est qu'on a impliqué l'enfant, je pense.